Merci de m'accueillir. Merci à vous tous. Merci Rabin. Il est déjà parti. Bon, tant pis. Hein. Vous lui raconterez. Merci de m'accueillir. J'ai prévu quelques diapos. Alors, ce que vous allez voir là, c'est pas du tout un topo médical habituel. Je ne vais pas vous faire d'infectiologie, d'épidémiologie. Je vais essayer de le faire peut-être avec un petit peu d'autodérision, mais voilà, c'est une histoire de racines, ça, hein, l'autodérision, hein, on ne se refait pas. Et puis surtout, ce que je vais essayer de représenter là, c'est pas ma parole. Ça a été dit par Guy, et vous savez à quel point nous y sommes et j'y suis sensible, c'est la parole des soignants. Moi, je ne suis qu'un soignant parmi les autres. Et ce que vous allez entendre là, c'est probablement ce que d'autres, et pas que des médecins, des infirmières, des brancardiers, des aides-soignants, des ingénieurs, des directeurs auraient peut-être dit à ma place. J'espère que vous allez pouvoir voir un petit peu près l'iconographie que je vais vous présenter. Et on va ensemble, peut-être, là, pendant 40 minutes, évoquer cette traversée d'un peu plus de 2 ans maintenant, qui a été la nôtre pendant cette pandémie. Et vous allez voir qu'elle nous a surpris. Hop, regardez. Alors, j'ai quand même dit, j'allais dire, j'ai beaucoup dit de bêtises. Et vous imaginez pas toutes les bêtises que j'ai pu dire pendant 2 ans. Ce qui me rassure, c'est qu'il y en a qui en ont encore dit des plus grosses que moi. Alors là on est au début. C'est-à-dire qu'on est, allez, 2020, il se passe un truc du côté de la Chine, du côté du Wuhan. Il y a des gens qui disent ça pourrait peut-être venir ici. Nous, on écoute les grands spécialistes, que sont à l'époque les épidémiologistes. Certains ont perdu leur boulot quand même, hein, les épidémiologistes de l'époque. Et ça, nous n'aurons de cesse de le faire quand même. Hein. C'est d'essayer de ne pas créer de panique inutile. Jamais. Donc les messages ont toujours voulu être des messages rassurants. Celui-là, il était particulièrement rassurant. Vous inquiétez pas, c'est qu'une grippe. Hein. C'est une grippette. On va passer à travers. Et puis ici en Chine, ça ne viendra jamais ici. Alors, à tel point que les Chinois, ils ont souffert. Moi, je suis solidaire des restaurateurs chinois. Et si, je vous assure. Et les restaurateurs chinois, à cette époque-là, étaient en très grande difficulté parce que personne ne voulait plus aller au restaurant chinois. Il n'y avait pas de raison. Donc on avait fait un coup avec quelques amis qui sont là. Certains d'entre vous vont les reconnaître. Michel Lalande, à l'époque préfet de la région Hauts-de-France et dont nous gardons tous un souvenir ému, grand préfet. Le monsieur qui est à côté avec ses lunettes au fond, c'est Étienne Champion, qui était directeur général de l'Agence régionale de santé, super. Il y a moi, bon, il y a 2 amis chinois qui sont les restaurateurs, et Dominique, mon épouse, qui est un peu au fond, mais j'y reviendrai, et qui prenait la photo, donc elle ne pouvait pas être dessus. Et donc on est allé au restaurant chinois, on a fait des photos, et puis on les a mis dans la presse, hein, en disant, mais continuez à aller au restaurant chinois. Bon, c'est un peu trompé aussi, là, hein. C'est un peu trompé. C'est un peu trompé parce que ça va peut-être rappeler quelque chose à certains. Donc c'est le voisin d'à côté. Le voisin d'à côté, il est là, il s'appelle Pierre Mathieu, c'est le directeur de Sciences Po. Je ne vous fais pas l'affront de vous dire qui est-ce qui est sur cette photo. Je pense que vous les reconnaissez tous. Et c'était, cher Pierre, chez toi, en face, bel amphithéâtre, le débat sur les municipales. Tu m'avais invité, moi j'aime bien la chose politique, hein, j'aime bien écouter, me faire une idée, et j'y étais allé. Il y avait un mot d'ordre, d'emblée, c'est vous éteignez vos téléphones portables. Hein. C'est quand même sérieux, quoi, un débat politique. Bon. Moi, il est hors de question que je teigne mon téléphone portable, pas possible. Et on est à cette époque-là, le 25 février 2020. Et donc, à un moment donné, je reçois un SMS, Étienne Champion, le monsieur que vous avez eu avant, directeur général de l'ARS, qui me dit SMS, j'ai besoin de te parler tout de suite. Et je lui réponds, non, il y a Martine Aubry en face de moi, je ne peux pas me lever. Et il me dit, c'est vraiment très grave. Tant pis pour Martine, je me lève et j'y vais. Je sors et je n'ai pas été déçu. Alors ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'il y a un journaliste de La Voix du Nord qu'on connaît bien, hein, et qui à ce moment-là tweet à tous ses copains, journalistes, les téléphones étaient interdits, Patrick Goldstein vient de recevoir un message, il vient de se lever, il est sorti, le Covid arrive. Je ne raconte pas d'histoire. Hein. Eh bien, il a eu raison de journaliste. Parce qu'en fait, Étienne m'appelait pour me dire il faut que tu organises immédiatement l'évacuation du service de réanimation de Creil. Bon.
Alors Creil, c'est pourquoi Creil? Creil parce que Creil, c'est dans la zone de défense nord. Et nous sommes une zone de défense, et j'ai cette responsabilité en cas d'événement médical majeur, chacun son boulot bien sûr, c'est de coordonner l'organisation au sein de ces zones de défense nord. Et Creil, c'est comme ça que j'ai appris, Creil, c'est dans la zone de défense nord. Il fallait évacuer le service de réanimation de Creil, c'est un mardi ou un mercredi, je ne sais plus, mais à quelque chose comme 22 h le soir. Pourquoi est-ce qu'il fallait évacuer le service de réanimation de Creil? C'est pas simple hein, d'évacuer un service de réanimation, hein, surtout quand c'est pas la porte à côté. C'était pas du tout parce qu'il y avait trop de malades, il n'y avait plus de soignants. Ils avaient tous, brutalement, en l'espace de 24 heures, attrapé le Covid. Les médecins, les infirmières, les ambulanciers, les brancardiers, plus de services de réanimation. Ça a été un peu complexe, certains on les a mis à Paris, d'autres on les a mis à Lille, à Amiens, enfin ça c'est notre boulot. Simplement pour vous expliquer la rapidité et je veux dire, la force de l'impact que cette pandémie a eu brutalement au mois de février 2020. Vous savez, ce qui devait être une grippette. Alors, là, à partir d'un moment, vous voyez quand même que les mines commencent à changer et on commence à être un petit peu inquiet. On se dit, ça ne va pas tout à fait se passer comme prévu et on n'a pas été déçus. On n'a pas été déçus parce que ça a été une véritable prise de tête. L'impact a été d'une violence extrême sur une maladie qu'on ne connaissait pas, qu'on expliquait mal, avec un nombre de patients, mais vous le savez, important, et puis on pourra en discuter aussi, mais des difficultés liées, et on va en parler un tout petit peu, aux moyens que nous avions pour prendre en charge à ce moment-là cette vague massive de patients réanimatoires. Ça a vraiment été très très compliqué. Mais l'hôpital, qu'il soit public ou privé d'ailleurs, hein, parce que tous les acteurs s'y sont mis, et on pourra échanger là-dessus après si vous voulez, il n'y a pas de dogmatisme hein, dans des situations comme celle-là, fait preuve d'une plasticité absolument incroyable, d'une réactivité absolument incroyable. Et on peut appeler, alors nous on a l'habitude d'appeler ça le peuple de l'hôpital, qu'il soit public ou privé, il a été absolument extraordinaire. Tout le monde s'est mobilisé et n'a pas cessé de se mobiliser pendant de nombreux mois, ce qui aujourd'hui, et nous y reviendrons, n'est pas sans effet sur un certain nombre de nos collaborateurs. Alors, l'une de nos complications, ça a été ça. Alors, pourquoi ça? En effet, et Guy l'a un tout petit peu évoqué au cours de ma carrière, on est fabriqué, sur le plan médical, pour prendre en charge des événements dramatiques. Mais ils ont un début, ils ont une fin. Quand on prend en charge un accident de circulation majeur, on sait quand ça commence et quand ça se termine. Si on va dans des événements plus dramatiques, et je pourrais par exemple vous citer un déraillement de train, je pourrais vous citer malheureusement les attentats bien entendu, eh bien c'est intense, massif, avec une désorganisation initiale, mais il faut savoir accepter la désorganisation initiale, ne pas se faire avaler par la désorganisation. Et on va petit à petit pouvoir commencer à appliquer un certain nombre de repères qui sont les nôtres, et on sait que ça va avoir une fin. Une crise habituelle, c'est comme ça. Il se passe quelque chose, ça monte, ça monte, ça monte, puis à un moment ça descend, et puis on va arriver à un niveau, quand on travaille bien, on va arriver à un niveau qui est en dessous du niveau initial, c'est ce qu'on appelle le retour d'expérience, c'est-à-dire qu'on doit absolument analyser ce qui s'est passé, en tirer un certain nombre de réponses, et espérer être meilleur la prochaine fois, parce que l'histoire nous l'apprend, il y a toujours une première fois. Là, différent, parce que ça ne s'est pas arrêté. Donc on a vu apparaître un autre événement absolument imprévisible, c'est le temps, la durée. Et la durée, le temps dans la crise est devenu une crise en soi. Donc il y a deux crises, la crise qui est la pandémie et la gestion de ce temps majeur, puisque vous savez, là on est à plus de 2 ans quand même, et les effets dévastateurs à la fois sur les citoyens mais également sur les soignants sont loin d'être terminés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé comme ça? Là, on est au mois de mars, vous voyez, et vous êtes ici, alors je m'excuse pour le monsieur qui est à gauche, hein, ou à votre droite, c'est des photos de BFM, mais bon, je n'ai rien contre lui, mais n'y voyez aucune allusion personnelle sur des événements du moment. Hein, rien du tout. Ça, rien. Et là, vous êtes dans mon service. Alors, vous êtes au SAMU, certains d'entre vous savent comment ça fonctionne. Quand vous faites le 15, vous arrivez là.
D'accord? Bon. Vous arrivez au SAMU, après on essaye de trouver une réponse adaptée à une situation d'urgence donnée. C'est comme ça que ça marche. Les grosses journées, c'est la plus grosse activité de France. Hein. Les grosses journées, on va tourner sur, allez, 2000, 2500 dossiers. C'est beaucoup. Voilà. Un dossier, ça veut dire que toute l'organisation est en marche avec des tas de gens pour trouver une solution. 2500. Ben là, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, parce qu'en l'espace de 24 heures, 2000, 5000, 15 000, 30 000. D'accord? 30 000. 30 000 qui sont arrivés comme ça en 36 heures. Nos structures ne sont pas faites pour ça. Elles ne sont pas faites pour ça sur le plan des ressources humaines, bien sûr, et elles sont parfois même en difficulté sur le plan technique. On fonctionne avec des autocommutateurs, des enregistreurs, des lignes téléphoniques, des ordinateurs. Bon, Paris, SAMU de Paris, qui n'est pas une petite maison non plus, bon, un peu des amateurs hein, par rapport à nous, mais c'est quelque chose qui tient la route quand même. Eh ben, c'est pas compliqué, ils ont arrêté de fonctionner. Et je vais revenir à cela sur l'utilité d'être complètement ouvert en termes de partenariat. C'est-à-dire ce genre d'événement se prépare. Alors, nous, on a déjà pu très rapidement augmenter nos ressources humaines. Chose absolument incroyable sur ce que j'appelle la régulation, les gens qui décrochent. Dans mon service, il y a des étudiants en médecine et des internes. Ils ont regardé, comme ça, les premiers instants, ils ont dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ?» Je leur ai dit « Écoutez, on a besoin de vous, quoi. Il faut que vous veniez nous aider, essayez de venir en plus, voir si vous avez quelques copains, copines qui accepteraient. On va vous former rapidement sur des réponses stéréotypées avec des algorithmes. » On n'a pas eu le temps de se retourner. Alors ça, c'est les réseaux sociaux. Hein. Alors, on n'a pas eu le temps de se retourner quand on en a 300 qui se sont pointés. Je parle des internes, des externes, il y en a 300 qui sont venus. Bien entendu, c'était absolu. Et ça, quand vous êtes en situation de crise, en situation de difficulté, vous n'imaginez pas le bien que cela peut vous faire. Tout le monde s'est senti concerné. De la même manière, cette crise, au bout de 24-36 heures, on a rapidement compris que des services allaient s'arrêter. Et en particulier, les services de chirurgie allaient s'arrêter. Les chirurgiens n'opéraient plus. Les médecins anesthésistes réanimateurs, j'en suis un, devaient abandonner les blocs opératoires pour aller dans les services de réanimation. On a fait de la réanimation délocalisée, y compris dans les salles de réveil et dans d'autres endroits. Les blocs s'arrêtent. Les chirurgiens, y compris des grands professeurs de chirurgie, des gens hyper brillants, sont immédiatement venus, comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Et ils nous ont aidés, comme cela, à renforcer ce système de régulation qui nous a permis de faire face. Alors, comme vous le voyez, l'une des difficultés majeures, c'est les ressources humaines. Et donc, il ne faut surtout pas consommer d'emblée toutes les ressources humaines disponibles. Quand on a compris que cet événement ne se terminerait pas tout de suite et qu'on allait devoir s'installer, mais on ne pensait pas que ce serait si long que ça, d'installer un tout petit peu dans la durée, il a fallu expliquer à des jeunes gens ou à des collègues, eh bien que non, s'il vous plaît, rentrez chez vous, là, vous n'aurez pas de fonction utile, mais on va vous rappeler dans 24, 36, 48 heures pour que les autres puissent se reposer. Et la gestion des frustrations de celui qui est venu pour aider, à qui on ne doit pas donner l'impression qu'il est venu pour rien, ça ne peut pas être confié non plus à n'importe qui, ça se prépare un tout petit peu en amont, et nous avions heureusement collectivement réfléchi à tout cela. Je vais être très très rapide pour ça. Problème technique. Alors, c'est des ordinateurs. Vous ouvrez un dossier médical, et le dossier médical, il a un numéro sur l'ordinateur. Sauf que ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'après 3600, on n'avait plus de numéro. Donc on ne pouvait plus ouvrir les dossiers parce qu'on ne pouvait plus les numéroter. Bon. Eh bien, là aussi, l'ouverture, le fait qu'il ne faut surtout pas s'enfermer, mais travailler en collaboration avec d'autres. Et nous avons travaillé avec nos ingénieurs. Il y a eu une cellule de crise technique qui s'est immédiatement mise en place pour résoudre toutes ces difficultés logistiques qui étaient les nôtres. Bon, je ne vous parle pas, bien entendu, de la pharmacie, du laboratoire, tout ça, c'est évident, mais ces ingénieurs, ces agents techniques, ils étaient aussi importants que nous, parce que s'ils n'avaient pas été là, on n'aurait pas pu fonctionner.
Et ils ont travaillé jour et nuit pendant des jours et des jours. C'est pour ça que quand je vous parle de solidarité à l'intérieur de l'établissement hospitalier, et quand je vous parle des soignants, c'est beaucoup plus large que ce qu'on imagine dans un premier temps. Alors, très très rapidement, peu importe. Ça, c'est la manière dont on a pu former les étudiants avec des algorithmes. Et là, vous êtes pas au SAMU. Vous n'êtes pas au SAMU, vous êtes, pour certains d'entre vous, ceux qui connaissent notre site, vous êtes à l'école d'infirmière. Et à l'école d'infirmière, il y a une surface dans laquelle il y a des cours d'habitude, des TP, ce qui fait à peu près 2 fois et demi, 3 fois celle-là. Eh bien, en l'espace de 12 heures, nous avons doublé l'équivalent de notre dispositif au CHU, de la salle de régulation, pour faire une néo-salle de régulation que nous avons totalement dédiée au Covid, pour bien entendu répondre à cette masse d'appels et avec ces gens qui étaient venus nous aider. Encore une fois, parce qu'eux aussi, il faut leur rendre hommage, là je suis devant vous, mais il y a des tas de gens auxquels on ne pense pas assez. Si ces ingénieurs, ces techniciens, ces logisticiens n'avaient pas été là, on serait arrivé à rien. Je vous ai dit qu'on était zonal. C'était compliqué pour nous, très dur. C'était beaucoup plus dur encore, parce qu'on est une grosse structure. Le CHU Lille, c'est une belle boutique, quoi. Il y a du monde, je n'arrête pas de vous la vendre depuis 5 minutes, là. Mais il y en a d'autres qui étaient vraiment en difficulté. Nos collègues de l'Oise, zone de défense, le SAMU de l'Oise, le SAMU 60, pardonnez-moi, il est à Beauvais. Beauvais, ils ont pris un impact majeur. Alors, on ne sait pas pourquoi. Rappelez-vous au début, hein. La base aérienne, les mecs qui revenaient de Chine, les agents secrets dans les avions qui n'étaient peut-être pas, qui sont partis se balader. On saura jamais ce qui s'est passé. On ne saura jamais. Toujours est-il qu'à Beauvais et autour de Beauvais, il y a eu des morts. Hein, il y a eu un enseignant, rappelez-vous, hein, c'était le début de la crise. À Beauvais, c'était terrible. Ils ne pouvaient pas faire face. C'était pas possible. Impossible. De la même manière, d'autres ont été en difficulté. Nos voisins et amis, c'est pourtant une grosse structure. Hein. D'Arras était aussi en difficulté. Arras, c'est le SAMU du Pas-de-Calais. Grâce à tout le dispositif qu'on a pu mettre en place, on a absorbé à Lille, au CHU, au SAMU du Nord, une grande partie des appels de l'Oise et des appels d'Arras, le temps qu'ils puissent se reconstituer. Ça, c'est une solidarité essentielle pour nous. Je veux dire par là qu'on ne peut pas travailler de manière isolée. Quand on est face à un événement comme celui-là, ce n'est pas un truc vertical. C'est obligatoirement un truc horizontal. Et le fait de se connaître avant, d'ouvrir ses ponts, d'avoir des relations privilégiées avec plusieurs acteurs, est obligatoirement, et je peux vous le garantir, un facteur de succès. Je vais passer ça. Alors, on va rentrer un peu dans le dur maintenant, parce que ces gens, il a fallu aller les chercher, parce qu'au début, ils allaient vraiment pas bien. Donc, à domicile, encore une fois, sur une maladie qu'on ne connaissait pas bien, qu'est-ce que c'était ? Une maladie inflammatoire, une maladie respiratoire. Est-ce que c'était une maladie système? Ça c'est su, hein. On a été très très large sur l'intubation. Il y a beaucoup de médecins dans la salle et de collègues que je connais bien. On a très très largement intubé les patients au départ. Avec du recul, on s'est dit qu'on avait intubé trop de patients. Parce que la maladie était inflammatoire et on est passé sur des process de ventilation non invasive, hein, donc sans intubation, qui a probablement largement contribué à transformer le pronostic de la maladie au cours du temps. Mais là, on ne savait pas. Vous voyez quand même que les gens que vous voyez là, ce sont des médecins des SMUR, hein, des SAMU, qui vont au contact du risque. Hein. Ils ne savent pas ce que c'est. Hein. Ils y vont. Ils vont au contact du risque pour prendre en charge ces patients et les ramener dans les services de réanimation. C'était vraiment pas facile et je pense qu'il est raisonnable de leur rendre hommage. On était à ce moment-là dans le confinement. Mois de février, rappelez-vous de cet impact majeur, donc mois de mars, on est dans le premier confinement. Ce premier confinement, ça te rappelle des choses, ce premier confinement, il a été citoyen. Et je voudrais vraiment insister là-dessus. Parce que vous allez voir, et c'est vraiment quelque chose que je voudrais partager avec vous, parce que ça ne cesse de m'interpeller. C'est l'évolution de la façon dont ceux qui nous entourent, et peut-être vous, mais il n'y a aucun jugement de valeur, l'évolution dans la prise en compte de cette maladie et de cette pandémie. Là, on était tous citoyens, concernés, obéissants. C'est un confinement citoyen. Dominique et moi, on habitait à cette époque-là, pas très loin d'ici, boulevard Jean-Baptiste Lebas. Et quand il y a eu le premier confinement, mais je pense que c'est des choses qu'on partage avec beaucoup de vous,
On allait, alors moi j'allais bosser, hein, c'est pas vraiment confiné, mais on allait se promener autour du parc Jean-Baptiste Leblanc, on faisait 2 tours hein, avec le truc. Vous savez ce qui nous a surpris au début? Allez, le chant des oiseaux. Hein, le chant des oiseaux. On a dit, mais il y a un truc qui n'est pas comme d'habitude. Elles sont où les mobylettes? Elles sont où les bagnoles? Bon, en plus, on n'est pas très loin de Moulins, donc il y a des grosses voitures. Hein. Et là, non, c'était le chant des oiseaux, le silence, le chant des oiseaux nous interpellait. On aurait pu dire, on pourrait se dire, tiens, tout compte fait, pourvu que ça dure. Mais non, il fallait surtout pas que ça dure. Bien entendu, il fallait surtout pas que ça dure. À cette époque-là, nous étions des héros. Mais nous ne sommes pas restés très longtemps. Nous étions des héros. Vous vous rappelez? À 20h, tous les gens qui étaient à leurs fenêtres et qui applaudissaient les soignants. C'était super. Je peux vous assurer que ça leur a fait beaucoup de bien. C'était très, très agréable. Vraiment, ça touchait au cœur. Surtout qu'il y avait des choses qu'on imagine mal. Il y avait de véritables, par moments, de complexité, même chez les soignants. Vous aviez des couples, par exemple. Elle ou lui, à l'hosto, tout le temps. Il fallait y aller. Lui ou elle, à la maison, sans avoir le droit de sortir. Quand elle rentre ou quand il rentre, épuisé. Lui ou elle n'a rien fait de sa journée. Ça n'a pas toujours été simple à gérer pour ces couples-là. Surtout si les enfants étaient aussi à la maison, et celui qui était là devait s'occuper des enfants. Pas facile. Il y a eu des destructions de couples. Hein. Il y a eu des effets absolument désastreux. Il y a des moments de solidarité importants. Là, ce que vous voyez sur la partie droite pour vous de la diapo, c'est la police. C'est la police, et c'est en fin de compte la police scientifique de Lille, voilà, qui sont venus nous voir en disant, écoutez, nous on a des tonnes de masques, on va en avoir besoin moins que vous. Donc la police scientifique, après certains gendarmes, et la police nationale aussi, sont venus nous apporter des caisses entières de masques, parce qu'ils savaient qu'on était en grande difficulté, mais de cela, si vous le souhaitez, nous pourrons parler tout à l'heure. Puis il n'y a pas que la police, quoi. Il y a eu un élan citoyen absolument incroyable. Sylvie, est-ce que tu veux bien lever la main? Sylvie. Sylvie le Juste. Elle n'entend pas. Lève la main, Sylvie. Sylvie, lève la main. Voilà. Donc Sylvie le Juste, qui est une de mes vieilles copines, elle est là. C'est la dame qui est tout à gauche pour vous, avec certaines de ses amies. Voilà. Mais Sylvie, avec des tas d'autres, ont sorti leur machine à coudre et ont commencé à nous fabriquer des surblouses. Parce que vous savez qu'à un moment donné, on n'avait plus de masques, on n'avait plus de surblouses, et pour nous, en situation de responsabilité, ce qui va être terrible, c'est de se dire qu'on ne protégeait pas ceux qui travaillent avec nous. Donc, se dire qu'on les envoyait, vous avez vu comment ils allaient travailler, c'est pour ça que je vous ai montré ces diapositives tout à l'heure, dans les services de réanimation, quand vous prenez un patient Covid+ en réanimation, la panoplie, entre guillemets, c'est 6 fois par jour qu'il faut se changer, par soignant. Donc il faut derrière des gants, des masques, des surblouses, des couvre-chaussures et tout ce qui va avec. Donc vous nous avez fait des tonnes de surblouses et on vous en remercie parce que ça aussi, ça nous a fait beaucoup de bien. Dans cette école, oui, bravo, vraiment. Moi, le Nord a été exemplaire. Parce que ce qui s'est passé dans le Nord au début ne s'est pas passé ailleurs. Je vous parle des volontaires, comme Sylvie et ses copines, mais j'imaginais pas qu'il existe dans notre région, ou dans notre département, ou dans notre ville, autant de machines à coudre. Et qu'il y avait autant de couturières qui, d'un seul coup, se sont réveillées. L'école d'infirmières que je vous ai montré tout à l'heure, où on a fait la néo-régulation, eh bien, dans des surfaces qui sont identiques à l'étage, vous aviez tous les jours, ils s'arrangeaient avec les flics pour avoir le droit de passer, parce que c'était le confinement quand même, on avait fait des papiers, hein. Eh bien, vous aviez tous les jours des dames, il y avait un ou deux messieurs quand même, et beaucoup de dames quand même, ça n'a rien de sexiste, qui arrivaient avec leur machine à coudre et qui passaient des heures et des heures à 12 heures à nous fabriquer des masques et des surblouses. Les industriels aussi, les industriels. Alors, il y a, j'ai un trou sur son nom, mais il est celui qui fabrique des chaussettes et des tas de choses dans le Nord, qui est très très connu. Pardon? Mailleux, merci. Le Mailleux. Merci beaucoup, Pierre. Heureusement que tu es venu. Donc, le Mailleux, ça a été le premier à arrêter toute sa production, pour se mettre à disposition. Il nous a fait des masques, il nous a fait des blouses. Le Nord
était le premier site national à réagir comme cela. Et après, ça s'est su. C'est-à-dire la réactivité des gens du Nord, c'est connu, ça s'est vu, ça a été médiatisé, c'est comme ça, c'est la vie. Et vous avez vu les mêmes choses à Bordeaux, à Montpellier, à Toulouse et à Paris. Encore une fois, vraiment merci à eux. Alors on est toujours dans le premier confinement, là. Et vous voyez, il est respecté. Les murs se sont très clairement enrichis de street art adapté, de véritables œuvres d'art. Et on était encore une fois dans ce confinement citoyen. Même Marianne était masquée. Tout allait bien, c'était super. Et on est là, allez, aux alentours du mois de juin de l'année 2020. Et vous l'avez compris, et je vous engage à rester pour la saison 2, ça ne va pas durer comme ça. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? C'est arrivé l'été. C'était absolument super. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé quand même pendant ce premier semestre de l'année 2020, on est tous restés enfermés, ça baisse, ça va mieux. Personne ne parle de vaccin en ce moment. Hein. À ce moment-là, personne ne parle de vaccin. On sait qu'il y a de la recherche. Tiens, voilà encore des gens qu'on devrait tous se lever et les applaudir, parce que dans le genre, je suis discret, personne ne parle de moi, et je me suis défoncé du début à la fin, c'est les chercheurs. Hein, parce que ceux-là, c'est heureusement qu'ils sont là, nos chercheurs. Hein. Il faut se battre pour leur donner du fric, et que la recherche française puisse être encore plus performante qu'elle ne l'est actuellement. Fin de la parenthèse. Alors, arrive l'été. L'été, tout le monde se découvre. Voilà, c'est bien, c'est bien. C'était pas terrible. Et alors là, il y a quand même un petit truc qu'il faut que je vous raconte. C'est Pierre Mathieu, encore une fois, alors vous l'avez compris, on se connaît un peu, qui est le mec d'à côté, là, directeur de Sciences Po, qui fait une conférence inaugurale de rentrée pour les élèves de Sciences Po. Et Pierre, on en avait largement parlé, j'ai fait la même chose à l'époque à l'EDEC, hein, ma fille bossait là. Pierre se dit, tu sais, il faut peut-être sensibiliser les jeunes, quoi. Parce que là, ça va être rock'n'roll avec les soirées d'intégration, avec tout ce qu'on veut. On le sent pas bien parce qu'on savait tous que c'était pas fini. D'accord, Pierre? Donc j'y suis allé. Tu m'accorderas que j'étais un peu trash et que je leur ai fait peur. Je crois que quand ils sont sortis, ils ont eu peur. Super. Sauf que la conférence, c'était le matin. Je vais bosser. Donc à l'époque, j'habite boulevard Jean-Baptiste Lebas et je rentre à 20 h chez moi. Belle journée, septembre, été indien, extra. Qu'est-ce que je vois dans le parc là-bas, là? Des tas de jeunes gens qui étaient les uns sur les autres, en train de, très clairement, fêter le début de l'année universitaire. C'était une soirée d'intégration. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, ça va mal se passer, ça va mal se passer, on va avoir des ennuis. Et je vois un petit groupe de jeunes qui avaient l'air tout sympa. Ceux-là, je dis, je peux peut-être les aborder sans trop me faire taper dessus. Je garde ma petite voiture et je vais les voir. Et là, je suis tombé sur qui? Ceux à qui j'avais parlé le matin, à Sciences Po. Et là, je me suis dit que c'était pas gagné du tout. Eh bien, sincèrement, je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé parce que si ça avait été un confinement citoyen, le moins qu'on puisse dire, c'est que le déconfinement, il n'a pas été très citoyen et probablement trop rapide. En tout cas, les professionnels de santé et les médecins étaient très très inquiets de ce déconfinement trop rapide. À ce moment-là, et on ne cessera de le dire. Alors, vous me voyez là à la télévision, mais j'y reviendrai un petit peu sur les médias. Je me permets de faire une petite parenthèse là-dessus. Je ne suis intervenu que sur les médias régionaux, ou quand j'étais sollicité par d'autres, mais en général j'étais le mec de province, donc en général j'étais sur le spot de 23h30. Ça a toujours été par Skype ou WhatsApp. Pas question de faire un plateau à Paris, et on en parlera si vous voulez ensemble. Par contre, avec les médias locaux, toujours disponibles, parce que pour moi, ce sont des vecteurs de messages, de bons messages, des partenaires dans ces situations de crise. Donc, c'est pour ça que vous m'avez vu de temps en temps sur FR3 ou les chaînes locales. Donc là, on est au mois de octobre, novembre 2020, et là, on se dit, c'est la deuxième vague, et elle arrive. J'ai moins bonne mine, hein, ça commence. Hein. Et là, on a bien compris que la deuxième vague, bah, c'était bien plus que la première. Et à ce moment-là, je dis, la pression hospitalière est au plus haut. Et j'ai eu raison. Sauf que pour la troisième vague, j'ai dit exactement la même chose. C'est-à-dire que chaque fois, c'est terminé, parce qu'entre deux, il s'est passé quelque chose qui s'appelle la vaccination. Il y a une différence entre tomber malade gravement,
et la pression qui s'exerce sur l'hôpital. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le facteur limitant à tout ça, le facteur dangereux pour nous tous, c'est la pression qui s'exerce sur le système de soins. Et à ce moment-là, et je vais vous en offrir quelques illustrations, le système de soins, il était sincèrement en danger. Alors juste pour vous faire sourire, il y a eu quand même quelques événements intéressants. Ça, c'est un de nos ennemis. Alors, il y a obligatoirement parmi vous des gens qui se souviennent de ça. Ça, c'est un film de Tim Burton, c'est Mars Attack. Donc ça, c'est le Martien. Et le Martien, c'était un de nos ennemis. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, Mars? Le Mars, c'est le message d'alerte rapide sanitaire. Alors le Mars, il vous arrive en général, l'attaque du Martien, du Mars, vous arrive en général tous les vendredis à 17 h. Ça dégringole du ministère de la Santé, la direction générale de la santé, la direction de l'organisation des soins. Parfois, vous avez le Mars qui vient directement du CAB du ministre de la Santé, voire de Matignon, et c'est relayé, bien entendu, par notre agence régionale de santé. Ça dégringole, en nous disant, il faut faire ça tout de suite, le vendredi à 17 h, application le samedi à 8 h. On était quand même un peu fatigués. Nous, on se marrait chaque fois parce que c'est des trucs qu'on avait tous mis en place la semaine d'avant. Hein. Mais voilà, il y avait le Mars. Et puis, je vais vous parler d'un autre truc qui nous est arrivé au mois de février de l'année 2020. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être aussi. Ça vous parle, ça? C'est le carnaval de Dunkerque. Mais rappelez-vous, le carnaval de Dunkerque en 2020, il avait été interdit par le préfet. Donc il ne pouvait absolument rien se passer. Rien du tout. Sauf que, il y a quand même eu quelques soucis. Alors, c'est pas compliqué. Peut-être que vous vous souvenez également d'un épisode initial qui était survenu à Mulhouse, tout au début de la première vague, avec des gens qui étaient des évangélistes et qui s'étaient beaucoup embrassés pendant 48 heures, et ça c'était quand même pas mal, mais des dizaines et des dizaines. Et mes collègues des urgences de Mulhouse, en l'espace de 24 heures, ça a été 60 patients qui arrivaient parfois en 3 heures, 60, il faut imaginer ce que c'est, hein. 60 patients réanimatoires intubés qui arrivent dans un service d'urgence. L'armée française est intervenue avec un hôpital de campagne, elle s'est mise devant les urgences de Mulhouse. Eh bien, ça c'est moins su, mais Dunkerque c'était pareil. Dunkerque ça a été pareil, parce que le carnaval était interdit, on ne fera pas, hein, bien sûr, hein, sauf que aller retenir des Dunkerquois, pas facile. Hein. Donc, chapelle sauvage. Donc, il y a eu des chapelles sauvages. Alors, les journalistes le savaient, parce qu'ils étaient parfaitement informés du nombre de traiteurs qui livraient chez les gens à domicile pour faire des chapelles sauvages. Les journalistes avec qui j'ai pas de mauvaise relation me disaient, vous savez, docteur, il n'y a pas un carnaval comme d'habitude, mais il y a un carnaval underground. Et j'ai donc, parce que c'est mon job, dénoncé le carnaval underground. Et là, je suis intervenu dans les médias pour demander à nos amis dunkerquois de bien vouloir faire un peu attention. Parce que les urgences de Dunkerque, en l'espace de 24 heures, et à un moment donné en l'espace de 6 heures, ont reçu 50 patients réanimatoires intubés ventilés. Alors que leur service de réanimation était d'ores et déjà plein, ils n'avaient plus de place, et c'était que des malades qui allaient pas bien, dont certains étaient, alors je ne suis pas un grand connaisseur du carnaval de Dunkerque, mais certains étaient les tambours-majors, étaient des stars de tout ça, ils s'étaient tous contaminés les uns les autres, et il y en a pour qui ça s'est vraiment très très mal terminé. Quand je suis intervenu là, pour demander aux Dunkerquois d'être un peu raisonnables, de faire attention, de respecter ce confinement, de ne pas s'embrasser, de ne pas faire la bringue, quoi. Alors là, ma tête a été mise à prix à Dunkerque. Mais mise à prix. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est que ce mec de Lille qui ne sait pas comment se passe le carnaval de Dunkerque? Mais de quoi il se mêle? Qui vienne un petit peu, on va s'occuper de lui. Ça a été un peu désagréable parce que ça a même été relayé par les élus. Hein. Donc il fallait qu'il arrête de dire des conneries. Et là, je m'érige en faux devant vous tous. Parce que je connais le carnaval de Dunkerque. Et là, vous avez une de mes filles et mes 2 petits-enfants. Ma fille, elle a épousé un vrai Dunkerquois, un vrai carnaval. Au mois de février, il s'arrête de bosser. Et mes enfants, mes petits-enfants, avant de marcher, ils étaient au carnaval des petits-enfants à Dunkerque. Donc on n'aille jamais me dire que je ne sais pas ce que c'est que le carnaval de Dunkerque. Mais sérieusement, ils ont vraiment déconné, hein, les Dunkerquois. Après, ça a été mieux. Ça a été tellement mal à Dunkerque qu'on a été obligé de faire des choses que je n'imaginais pas.
On est un pays extraordinaire. On a un système de soins fantastique. Eh bien, à un moment, nous ne pouvions plus. Donc la solidarité, elle devait s'exercer ailleurs. Nous avions accepté des patients à Lille, CHU, Saint-Philibert, Roubaix, Tourcoing. Il n'y avait plus de place. Armentières, Saint-Omer, il n'y avait plus de place. Donc on a dû transférer des patients ailleurs. Et Dunkerque, pendant les 48 premières heures, les patients, on les a transférés en Belgique. Et les Belges qui avaient un retard par rapport à nous, parce qu'on leur a rendu la politesse malheureusement quelques mois après, les Belges nous ont immédiatement accepté des patients. Ils ont accepté des patients dans un premier temps à Furnes, parce que c'est pas très très loin de Dunkerque. On est allé à Gand. Gand, c'est un CHU, on l'oublie chaque fois, mais qui est juste à côté de nous. On est allé à Bruxelles, on est allé à Liège, on est allé à Tournai, on est allé à Courtrai. On est allé dans beaucoup de services, et bien entendu, c'était oui, bien sûr, quand vous voulez, dites-nous simplement à quelle heure vous arrivez. Ça prouve à quel point la solidarité dans des situations comme celle-là, elle est importante, et à quel point la solidarité européenne est importante. Je ne sais pas s'il existe une Europe de la politique, et j'espère qu'on va vraiment la conserver. En tout cas, moi, je plaide pour une Europe de la santé. Et les situations auxquelles on a été confrontés, qui sont majeures, y compris en termes de disponibilité de produits, doivent faire qu'on retrouve absolument une indépendance européenne par rapport aux situations de crise sanitaire, production de masques, de médicaments, de tout ce que vous voulez, mais également possibilité d'accueillir nos patients. Cette solidarité européenne, elle a absolument été extraordinaire. Quelle belle invention, mesdames, messieurs, que l'Europe. Jamais j'imaginerais, encore une fois, qu'on soit amené à transférer des patients. Je vous parlais de la Belgique. Là, on est en train de transférer, c'est les nôtres qu'on transfère. Là, on est en train de transférer en Allemagne. On est parti en Allemagne en avion, on est parti en Allemagne en hélicoptère, parce que vous allez, bon, on a des hélicos, ça vous le savez, mais quand on part de Lille avec des hélicos vers le nord de l'Allemagne, même du côté de Hambourg, Hambourg c'est un petit peu loin, du côté de Francfort, pardonnez-moi, on n'est jamais qu'à 2h30 d'hélicoptère et c'est très très faisable. Les Allemands nous ont accepté des patients, on a à peu près 15 de nos patients qui sont allés en Allemagne et il faut vraiment les en remercier. Pardonnez-moi. Hop, hop. Alors, je vous ai dit qu'on était, que nos soignants étaient à ce moment-là des héros. Mais là, on arrive quand même à la fin de la deuxième vague. On est quasi dans la troisième vague. Ça commence à changer. Ça commence à changer parce qu'ils sont franchement épuisés. Il y a des tas de raisons pour qu'ils soient épuisés. Ils ont travaillé jour et nuit. Ils ont perdu également ce qui est important, hein, leur zone de confort. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont été mobilisés pour travailler dans des structures qui ne sont pas les autres. Il a fallu s'adapter, ce qui n'est pas facile. Ils ont vraiment commencé à être fatigués. Et on revient, et j'en parlerai encore, à cette notion qui est le temps. Il a fallu s'occuper de nos soignants, les regarder de près, et à ce moment-là, nos psychiatres, nos psychologues, vous avez entendu parler, bien entendu, des cellules d'urgence médico-psychologique, vous savez, ces psys qu'on envoie sur le terrain dès lors qu'il se passe quelque chose de grave, qu'ils interviennent dans les attentats aussi, eh bien, ont créé des unités mobiles de soutien aux soignants. Et ils allaient dans toutes les structures, on prenait en charge ce Covid, dans toutes les structures où nos équipes étaient épuisées, pour animer des groupes de parole, animer des groupes d'expression, les prendre en charge, parce qu'eux aussi étaient soumis à un stress psychologique majeur, et ça a très très bien marché. Le temps, toujours le temps. Alors maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler de vaccins. Et là, je vais me lâcher un peu, hein, bien sûr. Alors, au début, c'est quand même extraordinaire. Parce que on est vraiment mauvais, quoi. Tout le monde y allait de son couplet, parce qu'on était en retard pour la vaccination. Qu'est-ce que c'est que ce pays où on n'est pas capable de vacciner ses administrés? Quand même, quelle honte pour ceux qui nous dirigent. Sauf que les vaccins, ils n'étaient pas complètement disponibles, que les circuits de vaccination n'étaient pas parfaitement opérationnels, et qu'il fallait peut-être laisser un tout petit peu de temps. Mais là, la grande réaction, c'était quand même pas capable de vacciner. Pendant ce temps-là, d'autres travaillaient. On a eu tendance à dire que l'intelligence était en train de revenir. On commençait à bien connaître la maladie. On a commencé à faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire publier dans des revues scientifiques les expériences qui étaient les nôtres et les partager au niveau international, prendre en charge ces pathologies de manière différente, et on a bien avancé. Il y a quand même eu quelques soucis. Il y a quand même quelques soucis au niveau des médias. On les a beaucoup accusés, les médias, hein.
beaucoup accusés. Mais est-ce qu'ils sont vraiment responsables? Pas sûr, pas sûr. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Les médecins dont je suis ont peut-être également une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Et très probablement une grosse part de responsabilité. Donc il faut savoir balayer un petit peu devant sa porte. Les journalistes, vous savez, ils font leur boulot. Les journalistes, ils font leur boulot et très clairement, ils sollicitent des gens qui parfois s'estiment être des experts et qui ne le sont pas toujours. Et quand vous avez sur un même plateau des médecins qui disent le tout et son contraire en l'espace de 5 minutes, et moi j'ai assisté à des choses surréalistes, où j'ai vu 2 grands pneumologues parisiens d'un très grand hôpital universitaire parisien, sur le même plateau, chacun à bout de la table, dire exactement l'opposé l'un de l'autre, sauf que ces gens-là, tenez-vous bien, ils travaillent dans le même service, ils ont 2 bureaux côte à côte. C'est quand on connaît ça de l'intérieur, c'est un petit peu étonnant. Donc les journalistes ne sont pas particulièrement responsables. Les journalistes, ils ont quelque part alimenté une réponse, une demande de la part des citoyens, et je pense qu'un certain nombre de médecins n'ont pas été brillants et ont probablement contribué à un certain nombre de mauvaises nouvelles, à un certain nombre de fake news, à un certain nombre d'angoisses, et parfois à ce qu'on peut appeler un chaos médiatique. Moi, j'ai rien contre ce monsieur-là. Rien. Enfin, j'ai jamais vu d'abord ses émissions, pas mon truc, mais j'ai rien contre lui. Alors, j'ai reçu un coup de fil un jour. Hein. Est-ce que vous voulez participer à un débat contradictoire avec quelqu'un qui est contre les vaccins, émission de Cyril Hanouna? Bon, c'est pas ma place. Hein. Donc, je remercie gentiment, il est hors de question qu'il aille. Mais c'est pas un problème, parce que j'ai un de mes copains qui y est allé. Et moi, je vous pose la question, est-ce que c'est notre place à nous, médecins, là? Je vous réponds, non, absolument pas. Nous, on doit être dans le rationnel, dans le scientifique, dans ce qui est validé par les preuves, dans la santé publique. On n'est pas là pour cela. Et je pense qu'on a une responsabilité collective, il va falloir très clairement qu'on analyse cela a posteriori, que nous avons une responsabilité collective dans l'agitation qu'il y a pu y avoir après. C'est vraiment ça. Ce petit truc pour ceux qui ne voient pas, c'est vous racontez des bêtises, c'est normal, je suis un expert. Bon, alors je peux vous poser n'importe quelle question, c'est pas de problème, je vais vous répondre n'importe quoi. On va bien entendu arriver sur les mouvements sociaux. Alors, est-ce que tout ça est-ce qu'il y a d'autres responsabilités? J'ai rien contre ce monsieur non plus, hein, non plus. Mais tout au début, voir ce que des termes peuvent engendrer comme réaction. Le président de la République a dit tout au début de la pandémie, nous sommes en guerre. Les réactions dans la population sur un fait de guerre peuvent être très importantes. Ma maman, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a entendu M. Macron dire qu'on était en guerre, dit « J'ai bien compris que c'était grave mon fils, mais le président Macron, il ne sait pas ce que c'est que la guerre. La guerre, c'est pas ça. » Effectivement, la guerre, c'est pas ça. Sauf quand on dit ça, on obtient ça. On obtient ça parce qu'après, ça a été le grand délire. Le grand délire. Les antivax, vous avez vu comme moi un certain nombre de choses qui sont sorties, et c'est pour ça que je vous ai montré au début de mon propos, un peu long, monsieur, et je m'en excuse, je vous ai montré le coup des héros, le coup des « on applaudit ». Parce que là, vous êtes à la fin de la 3e vague, les antivax sont au summum de leur action, et ceux qui étaient des héros au début sont devenus des... C'est les mêmes. Ceux qui étaient des héros sont devenus des dictateurs sanitaires. On a parlé de terreur sanitaire, on nous a traités d'assassins, et c'était absolument insupportable, parce que sincèrement, on n'a pas compris. Quand on a vu ça, on n'a pas compris. Quand on voit ça, on comprend encore moins. Ça nous a été totalement insupportable, comme ça vous l'est très probablement. Rappelons-nous, confinement citoyen, et là, dans les rues, on voit ce genre de calicot, c'est absolument insupportable. Je me souviens de ce rescapé de la Shoah qui était intervenu, leur dire, mais comment est-ce qu'ils osent se promener dans les rues avec une étoile jaune d'antivax, en disant, mais comment est-ce qu'ils peuvent oser? On était au-delà de tout ce qui était raisonnable. Le complotisme, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, est un fait de société excessivement inquiétant, très inquiétant. Dictateurs, on les connaît. La dictature sanitaire, c'est pas ça. Elle est là, la dictature. On en a malheureusement plusieurs exemples aujourd'hui. Alors, tout ça était peut-être prévisible. Dominique, mon épouse qui est au fond, et qui est coach, m'a enseigné un certain nombre de choses, dont cela. Le triangle de Karpman. Merci, parce que j'oublie chaque fois. Il dit, mais tu sais, hein, c'était peut-être prévisible.
Le coup de « nous sommes en guerre » va déclencher des choses, c'est elle qui me l'a dit. Et puis le fait que l'on passe de héros à dictateur, me dit sociologiquement, quelque chose qui dure dans une organisation humaine, c'est peut-être prévisible, en passant du statut de victime à celui de persécuteur et à celui de sauveur, et en fin de compte, ça tourne. C'est ce qui s'est passé, c'est vraiment ça. Si je vous montre ces diapositives dont j'ai pu bénéficier grâce à mon épouse, ça veut dire que ça doit faire partie de nos retours d'expérience. Et que nous, on ne doit pas seulement collectivement s'interroger sur comment je soigne, comment j'ai soigné, comment j'ai guéri, comment j'ai fait quand il n'y avait plus d'antibiotiques ou de curares, mais également c'est comment que je vais gérer une société face à un événement dramatique, déstabilisant qui va durer dans le temps. Donc, l'analyse sociologique de la crise, elle est majeure, elle fait partie du retour d'expérience. Il y a quand même eu un certain nombre de propos absolument invraisemblables. Je ne vais pas revenir. Moi, ça ne me dérange pas que des gens soient anti-vax, vous savez. On est un pays démocratique où que des gens refusent de se faire vacciner, ce qui est différent. On est dans un pays démocratique. Si des gens refusent de se faire vacciner, c'est leur droit le plus absolu. Sauf qu'ils ne doivent pas mettre les autres en danger. Il y a vraiment ça. Or, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un risque potentiel pour les plus fragiles d'entre nous, que le vaccin, on sait aujourd'hui que le vaccin ne nous évitera pas, et on en a la preuve aujourd'hui, ne nous évitera pas d'attraper le Covid, et qui va nous éviter de déclencher des formes graves et d'aller sur la pression hospitalière. Je voudrais rapidement terminer sur une ou deux petites choses dont collectivement, nous, les gens des urgences, on est assez fiers. Là, je vous ai parlé de solidarité. On a fait des opérations qui n'avaient jamais été faites auparavant dans le monde. On les a fait avec l'aviation civile, commerciale, et on est allé chercher des malades chez nos concitoyens des Antilles, donc en Guadeloupe et en Martinique, parce que alors là-bas, c'était pas possible, quoi. C'était tout bonnement pas possible. On a équipé, vous le voyez là, des Airbus en service de réanimation, c'est-à-dire transporter dans des avions comme ceux-là 12 patients en même temps, en situation de réanimation absolue, dont certains sont sous assistance circulatoire. On est allé en chercher aussi en Polynésie, on est allé en chercher en Nouvelle-Calédonie. Quand on allait en Martinique ou en Guadeloupe, on pouvait faire des vols directs. Quand on est allé en Polynésie ou quand on est allé en Nouvelle-Calédonie, vous vous dites bien qu'on a fait des escales. On voulait s'arrêter aux États-Unis, c'est ce qui est le plus simple, à Los Angeles. Ça nous a été interdit. Donc on a été obligé de passer par la Réunion, ça a été très long, et c'était vraiment de véritables prouesses. Il y a eu des moments d'émotion que je partage avec vous. On était tous médecins des urgences éloignés les uns des autres, et pourtant si proches. Là, vous avez tous mes collègues qui assurent à peu près les mêmes responsabilités que moi sur le territoire national. Il y en a qui étaient là, il y en a qui étaient à Cayenne, d'autres qui étaient à Papeete, certains étaient à Nancy, à Metz ou à Paris. Et tous les 2 jours, on se retrouvait tous ensemble pour savoir un tout petit peu comment ça se passait et comment on évaluait ce qu'on pouvait faire pour s'aider les uns les autres. Alors on pourrait dire que ça se termine. Voilà. Entre deux, il y a eu celui-là, qui nous a quand même un peu compliqué la vie. Mais on a bon espoir. On a bon espoir que les jours heureux reviendront. Mais si j'évoque la ligne que vous avez gentiment mise sur l'invitation, on s'en sortira tous ensemble, ou pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir ceux qui vont bénéficier des progrès de la recherche et des médicaments face au Covid et ceux qui n'en profiteront pas. Donc c'est bien un problème planétaire. Et face à un virus comme ça, la planète, elle est tout petite. Alors est-ce que c'est terminé? Ben voilà, ça c'est la dernière que j'ai faite. Vous voyez, c'est pas vraiment terminé, parce que le BA2, il est là maintenant. Et ça a été dit par Guy tout à l'heure. Eh bien, ne dramatisons pas. Apprenons à vivre avec. On va vraiment le banaliser. Et bientôt, et ça c'est une certitude, quelques mois, le coronavirus, qui vous savez, est un virus du rhume. C'est la même chose que le virus du rhume. Sauf que celui-là, on ne l'avait pas vu venir. Ça sera un rhume et on traitera comme la grippe. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.